J'ai la chance d'être avec une idole de, on va dire, plusieurs générations. Oui, c'est vrai. Vous avez passé les étapes. Je parlais avec une de mes amies, elle me dit, moi j'ai vu Chantal Goya dans Le Soulier qui vole. J'étais toute petite, c'était mon premier spectacle. Ah oui, c'est vrai. Et nous y allons avec ma petite filleule qui est donc sa fille, dont ça sera je dirais, le premier spectacle comédie musicale. Pour la petite. Pour la petite qui a 10 ans maintenant. Donc on peut dire que vous travaillez pour plusieurs générations. Vous avez réussi l'exploit de traverser le temps. Et c'est superbe. Alors comment faites-vous pour justement garder l'attention de tout ce public ou tous ces publics? Mais je crois que d'une part, le public m'a connu avec un très beau spectacle déjà au départ. C'est-à-dire une très belle histoire, une belle production. Et ça a tellement marqué le cœur des petits-enfants qu'on a tous gardé en nous que finalement, dès que je parle du Soulier qui vole, ça leur parle. Je crois qu'il faut que le public sache... enfin, en fin de compte, le public, il aime bien les repères dans la vie. Et moi, je suis un très grand repère finalement parce que j'ai bercé tous les petits d'hier qui sont devenus les parents, enfin toute la famille. Et puis aujourd'hui, c'est les tout petits qui viennent avec leurs parents, leurs grands-parents, la famille, les oncles, enfin toute la famille. Et je crois que c'est une tradition, et quand on reste dans la tradition, quand on reste dans les repères, ben on ne s'arrête pas comme ça. Hein. Vous me parlez de repères, il y a beaucoup de repères, parce qu'en fait, vous avez commencé, on va dire, par la chanson, oui. Vous avez tourné avec Godard, donc 7e art, oui. Vous êtes revenu sur le devant de la scène après quelques épisodes des Carpentiers avec oui. votre amie Sylvie Vartan, oui. Et tout cela avec votre mari Jean-Jacques Debout qui compose pour elle, pour vous, pour bien du monde. Oui. Et on suit cette carrière et on s'étonne toujours je dirais, de la longévité. Donc c'est pour ça que l'explication est difficile. On a fait des belles chansons, ce sont des mélodies qui se retiennent, ce sont des souvenirs de très beaux spectacles, on ne s'est jamais moqué du public en fin de compte. On avait des très grands décors, on faisait vraiment le contraire enfin, on innovait quelque chose en fin de compte, on était les pionniers. Alors nous, évidemment, on avait l'habitude de voir ça aux États-Unis parce qu'on était bercés par des belles comédies musicales à New York. Déjà, Jean-Jacques était fou de Judy Garland quand il était jeune. C'était son livre de chevet, son disque de chevet, bercé par les plus belles comédies musicales. Alors finalement, il avait la meilleure école de la Terre, c'est celle des Américains qui sont très forts là-dedans. Et nous, on a voulu refaire des belles choses pour les Français, avec notre patrimoine, avec tout ce qu'on sait, tout ce qu'on peut... Par exemple, dans La Planète Merveilleuse, on a pris le Vieux Paris, je me souviens, où était le carrosse escargot, qui existe toujours, c'est l'enseigne d'un restaurant qui s'appelle le carrosse escargot, dans le Vieux Paris, et on a toujours privilégié les choses vraies, des choses voilà, qui sont... Et surtout, on avait une équipe formidable, parce que Pierre Simonini, qui est un grand décorateur de théâtre, il travaillait à la Scala de Milan, il travaillait à la Fenice à Venise, il travaillait dans les plus grands opéras. Philippe Binot, qui faisait mes robes de scène, travaillait à l'Opéra de Paris, il faisait les robes de Noël à Pontois, qui était une étoile, pour Rudolf Nureyev. Donc, c'est tous ces amis autour de nous qui étaient simples, mais ce qui se passait, c'est comme Jean-Jacques était quelqu'un qui est très, 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 très érudit et qui adore les livres, il venait avec une tonne de livres voir Simonini la nuit, et c'est pas du tout dans le genre à 8h je ferme la maison, c'était jusqu'à 6h du matin. Bon, moi je dormais parce que je pouvais pas rester avec eux, mais les arrangements se faisaient au Palais des Congrès jusqu'à des 4-5 heures du matin. Il n'y avait pas d'heure, voilà, on ne comptait pas nos heures. On était complètement ouverts et disponibles, et surtout Jean-Jacques et toute son équipe. C'était lui. Je me souviens de Roger Ragois, je lui avais dit, qui fait des grandes lumières, il venait de l'école de Mike Nichols, donc c'est pas rien, c'est Annie, à New York, et il m'avait dit... je veux travailler chez toi. Alors je lui ai dit, mais tu veux travailler où? Alors je lui ai dit, tiens, j'ai la salle à manger. Non, c'est trop bien ici. Je suis allée dans le fond, à la chambre des enfants. Je lui ai dit, mais elle n'est pas confortable. C'est tout ce que je veux. Je vais mettre par terre avec toutes mes feuilles et je vais dessiner tous les projecteurs que tu auras dans le spectacle parce que c'est du travail à l'ancienne. Voilà, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les décors étaient peints à la main avec les ombres, les lumières dans les ateliers de Simonini. Et Jean-Jacques rajoutait du bleu ou du brun. Enfin, il savait ce qu'il voulait, lui c'était un fou de théâtre. Il était à la meilleure école, c'est Marlène Dietrich qui lui a tout appris. Donc vous voyez, ça ne vient pas comme ça par hasard. C'est une école quand il avait 17 ans, 19 ans, en faisant sa première grosse tournée mondiale avec Marlène qu'il avait prise
dans sa tournée, avec Burt Bacharach qui est au piano, donc vous imaginez les mélodies, vous avez mis un gosse de 17 ans qui a connu Jean Cocteau à 16 ans, qui n'a pas été vraiment à l'école, mais sa meilleure école c'était la rue, et c'était tous ces gens-là qui ont été ses meilleurs professeurs. Moi j'en ai bénéficié. Voilà, c'est ce que la question que j'allais poser. Donc des gens, puis j'ai la chance d'avoir toujours gardé tous mes spectacles dans des hangars. Je ne me voyais pas jeter les... Oh non, moi je suis pas quelqu'un qui aime le gâchis. Au contraire, je pense à tous ces gens qui ont cousu des rubans et des rubans et des rubans pour faire des jolies robes. Donc je les ai toutes gardées. Aujourd'hui, si je refais le soulier qui vole, c'est parce que j'ai gardé la plupart de tous mes décors, des costumes surtout, qui ont 40 ans. Et dedans, il y a une petite robe vert pâle. C'est celle de Rebecca Hampton quand elle était petite, qui joue dans Plus belle la vie. Donc j'ai la chance d'avoir retrouvé tous ces vêtements de scène. J'en ai, je sais pas, je crois que j'ai plus de 1000 costumes et j'ai tout gardé, et beaucoup de décors aussi, qu'on ne pourrait pas refaire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la qualité coûte très cher. Et tous ces costumes sont bien conservés, oui, malgré... Après, on a tout sorti des placards et on les a repassés, on les a mis. Alors les petits me disent, ah, ça me gratte, ça me gratte. Ah, écoutez, ça va vous gratter pendant 2 heures, puis après, ça ira très bien. Mais ils n'y pensent plus, ils sont tellement heureux de jouer sur la scène qu'ils n'y pensent plus. C'est la plus belle école pour eux, parce qu'en fin de compte, tous les enfants dans la salle, ils veulent être à leur place. Ah bah, j'imagine. Il y en a plein, on voudrait chanter avec toi, comment faire, mais il faut aller dans une école de danse, après le chorégraphe il va regarder, c'est même pas moi qui décide, sinon je les prendrais tous. Mais c'est vrai que depuis mes débuts, c'était toujours comme ça, hein, ça n'a pas changé. On avait Arthur Plachard qui a fait toute la chorégraphie, et j'ai toujours demandé à ce que les chorégraphies restent les mêmes, que ce soit à l'identique, qu'on ne modernise pas, qu'on reste dans la tradition. Comme mettons, quand on joue Les Misérables à New York, ça fait maintenant 20 ans et c'est toujours pareil. Ah, ils ont changé. Ça y est? Ils ont changé. Il y a eu une nouvelle mise en scène il y a 4-5 ans, je crois. Bon, alors, voyez. C'est-à-dire que la mise en scène qu'on a tous vue à l'époque a changé, a évolué. C'était la décision commune avec tous. Avec Boublil et tout le monde. Avec Boublil, Schoenberg, Cameron McIntosh, oui. Tous ces gens-là, je les ai connus. Moi, Boublil, il est venu à la maison. Il était le directeur artistique de Jean-Jacques chez Vogue. Quand il a vu mes premiers spectacles, il m'a dit, les amis, il faut vite filer en Amérique. Hein. Vous allez devenir les rois de là-bas, parce que ça n'existe pas, une Marie-Rose Chantal Goya au milieu des... je lui dis, mais non, moi je suis bien en France, parce que moi je suis très cocorico, attention, hein. Moi j'aime la France, et j'ai mes habitudes, et puis peut-être qu'un jour je trouverai une petite Américaine qui fera Marie-Rose. Voilà, peut-être que ça sera comme ça. Et ça vous plairait? Il suffit qu'un producteur me voit mes spectacles, voilà, peut-être parce qu'ils sont toujours restés très professionnels, hein, les spectacles. Ils sont pas à la mode, ils sont indémodables. Et ils n'ont pas changé, d'un iota entre... Non, le soulier, d'arriver comme ça, il arrive comme ça, c'est tout, il arrive au-dessus des maisons, c'est le grand changement. Et déjà, ce changement me trouble. Parce que moi, j'étais habituée à arriver comme ça, descendre l'escalier, et il arrive par derrière et il tourne. Alors je me dis, oh là là, quand je vais être derrière, comment je vais faire? Voilà, mais j'arrive pile poil quand on crie, c'est Marie-Rose, j'arrive à me débrouiller pour être devant. C'est fou. Tous vos spectacles reviennent, je dirais pas régulièrement, mais vous avez... On avait fait en original 5 spectacles. On avait fait Le Soulier, en 82 La Planète Merveilleuse, ensuite le Mystérieux Voyage de Marie-Rose, voilà, un très très beau spectacle, et Le Château Hanté. Puis après on a fait les plus petits pour le Théâtre de Paris, c'était Le Grenier au Trésor, et pour le le Casino de Paris, j'ai même chanté au Bataclan. C'était en 2000. C'était au moment où il y avait les tempêtes là, à Paris, ce cyclone effrayant en 2000 qui arrachait tous les arbres. J'ai joué au Bataclan et je me souviens que j'avais fait la réflexion déjà en me disant s'il y a le feu, par où on sort? Et on m'avait dit la sortie elle est fermée. J'ai dit non, mais il faut l'ouvrir. Déjà, moi je regarde tout. Hein. Et Jean-Jacques il me disait t'es comme Marlène, toi, tu nettoies la scène avec le balai, tu vas voir les sorties de secours. Mais je pense que je me dis si je suis coincée, comment je fais? Donc déjà, j'avais cette espèce d'instinct de protection. Je ne dirais pas que vous avez oublié un spectacle. Mais moi, je crois me souvenir d'avoir vu un spectacle qui se déroulait à l'île Maurice. Ah, mais j'ai chanté plein de fois à l'île Maurice. Non, qui se déroulait... Ah non, c'est pas moi, c'est Jean-Jacques dans C'était Jean-Jacques, oui. C'était Paul et Virginie. Oui, et vous n'étiez pas dedans? Non, c'est curieux comme la mémoire trouble. Claire Kem, qui était la cousine qui est une vraie belle actrice et chanteuse. Elle descendait la rue Blanche parce qu'elle prenait le métro pour partir en vacances. Et c'était la cousine d'une de mes danseuses. Et Jean-Jacques me dit, j'arrive pas à trouver la Virginie que je voudrais, qui soit très mystérieuse, qui soit magique, quoi, qui soit, voilà, cette petite Virginie, comment je peux faire? Et ma danseuse lui a dit, moi j'ai ma cousine, et elle ressemble beaucoup à ce que vous cherchez. Dites-lui de venir. Alors la petite, elle avait un sac à dos, elle avait un tuba parce qu'elle partait faire de la pêche sous-marine vers Cassis.
Elle a laissé tout à l'entrée, elle a commencé à chanter et Jean-Jacques a dit c'est même pas la peine de continuer, c'est vous Virginie. Donc ses premiers débuts c'était au Théâtre de Paris en Virginie et puis c'est Jean-Jacques qui faisait Bernardin de Saint-Pierre et non, ça c'est un truc qui était très beau, très en avance, c'était en 90. Oui, je me souviens de l'avoir vu. Oui, oui, mais il y avait de la musique, il y avait des belles vrai chansons. Il y a le bateau, quand le bateau qu'avait fait Simonini sombrait, ça faisait un tremblement de terre et puis il partait au fond de l'eau. C'était incroyable de... Maintenant, mais les gens, ils ont... Voilà, c'est dommage parce que ça n'a pas été... C'était peut-être trop en avance, je sais pas. On est en avance, nous, souvent. Hein. Ben, la preuve, c'est que ça perdure. La preuve, c'est que le soulier qui vole, aujourd'hui, prend sa place complètement parce que ça représente toute l'enfance. Ça, c'est très important. Et puis, c'est pas quelque chose qui n'est pas démodé. Un gros soulier fait avec des yeux, une bouche qui s'envole, vous vous rendez compte? On voit pas ça tous les jours. Hein. Non. Ben non, ben voilà. Moi, j'avoue mon ignorance. Les gens, ils savent que les spectacles sont intemporels et surtout sont très bien faits. Ils savent qu'il y a une qualité. Du reste, ils le disent. Ils me disent, on va aller la voir, tu vas voir, elle est comme ça. Et le petit, il est en admiration et toute la famille photographie le petit pendant qu'il me regarde. Hier, j'étais dans une émission de radio avec le public. Donc, il y avait un petit garçon. Ah, il était drôle, hein. Comment ça se fait que ton lapin, il a un costume? Je dis, oh là là, mais t'as raison, les lapins, c'est tout nu. Oh, comment j'ai répondu, je cherchais. Mais tu as raison, et moi j'ai jamais vu de lapin avec des costumes. Il n'y a que le panda qui est tout nu, avec ses poils, exactement. Et pourquoi le loup, il a un costume? Ça se trouve pas, ça, dans la rue, ça n'existe pas. Oh là là, ça démystifie tout, là, en 2 secondes. Et les gens riaient, mais j'expliquais en même temps que c'était dans le spectacle, c'est magique. Eh oui, ça c'est les enfants, ils ont leur vision. Tu bouges en soulier quand tu viens de Paris, tu prends ton soulier. J'aimerais bien, il ne polluerait pas du tout en plus. Il volerait, comme ça, puis il se poserait. Votre préféré votre spectacle préféré à vous, dans ceux que vous avez fait, je sais que vous... Le Mystérieux Voyage est un très beau spectacle. Parce que c'est un peu l'aboutissement de tous les grands spectacles qu'a écrit Jean-Jacques Debout. C'est vraiment quelque chose... C'est vrai ce que les Américains voulaient que je joue. Quand j'étais à New York en 87, on a fait toute une traduction américaine. Tout était prêt pour être joué. Et je dis, on va trouver une américaine. Non, on veut que ce soit vous. Alors ils m'ont fait faire une télévision avec le panda, en anglais. Et j'ai fait l'émission Thanksgiving Day sur NBC. Et c'était vu par 150 millions d'Américains. Si bien qu'après à New York, oh, c'est Girl with a Panda. Et ça va très vite hein, là-bas. Ils m'avaient reconnu. Et puis c'est passé très très bien. Hein. En fin de compte, ça leur plaisait énormément. Alors je me suis dit, ça va être bien, on va peut-être travailler, on va vraiment bosser. Et puis en fin de compte, mon producteur, il est mort. Donc moi, je ne sais pas chercher comme ça, au pied levé, quelqu'un d'autre, sous prétexte de faire une carrière. Non, non. J'ai dit, bon, c'est la vie qui choisit ça, donc je repars en France. Et en France, vous êtes en France, ils m'ont gardé. Reconnu. Voilà, oui. Ils m'ont gardé. Mais oui, c'est vrai. Puis moi, ça m'ennuyait, parce que moi, je suis très attachée à la France. C'est bien gentil de dire je vais à New York et tout, mais New York, c'est un très joli nom. Mais c'est dur là-bas. Et à un moment de votre carrière, ça s'est un petit peu calmé. Et on dit que c'est les gays qui vous ont fait revenir. Alors, qu'avez-vous pensé de ce mouvement? Moi, c'est simple, c'est pas compliqué. C'est que j'ai un de mes amis qui m'appelle, qui me dit on a une soirée au Score parce que tu veux venir. Je dis c'est quoi? Il dit ce sont les grands boulevards. Alors viens avec quelques personnages, tu verras, ça va te faire plaisir. Bon, moi j'ai dit je vais y aller, je connais pas. Donc j'y suis allée. Et puis au moment où je rentre, je vois une queue mais de gens. Je dis oh, mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens? Il y a une grande artiste que vous attendez. Moi je vais la voir aussi. Il me dit mais non, c'est pour toi. Mais une queue, mais comme s'il y avait, je sais pas, Madonna. Hein. Alors j'ai dit mais je reviens pas. Et puis je me suis préparée. Et puis il mettait toujours cette musique de Charles Aznavour. Emmenez-moi au bout de la terre. Très belle chanson. Et maintenant c'est à vous. Mais j'ai pas ouvert la petite porte avec ma robe rose que des hurlements. Et puis il m'attrapait les mains, il ne voulait pas me lâcher. Et le lapin qui sautait en l'air. Mais je dis, mais ça fait tellement plaisir. Je dis, mais c'est fou. Mais c'est fou. Et puis tous ces garçons étaient mais comme des... Je ne sais pas comment vous expliquer, avec beaucoup de tendresse et de protection vis-à-vis de moi et de sincérité et tellement content. Alors j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer, grâce à Dominique Besnéa, de faire le film de Gabriel Aguillon, qui m'a appelé, qui m'a dit, il y a un rôle pour toi qui va te faire rire. C'est absolument fabuleux, tu fais ton propre rôle, mais tu vas être habillé en Beckesheim. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça, Beckesheim? Il m'a dit, ça va être une chanson que va faire pour toi Robert Goldman, il va la changer. Et là, je me suis dit, alors là, si c'est Robert Goldman, on va voir ce que ça va donner. Et je me souviens que j'avais fait un essai
au Publivore avec mon ami Jean-Marie Boursicot. Et au Publivore, Jean-Jacques m'avait dit « Oh là là, ça va faire un bide, tu m'as démoli. Vous m'avez esquinté ma chanson. » Ce qu'il avait dit « Je vous prête ma femme, mais ma chanson, je ne sais pas comment vous allez la terminer. » Et la chanson, c'est devenu Bekesan is Bekesan qui était dans le film, où j'étais habillée avec une robe de Jean-Paul Gaultier avec un néon. C'était comique. Hein. Moi, ça m'amuse de faire des trucs pareils. Parce que c'est carrément, fou. Et ça m'amuse beaucoup. Et du coup j'ai compris tout de suite qu'en voyant la foule du Publivore hurler, et j'ai dit à Jean-Jacques, tu vois Jean-Jacques, hein, je ne me suis pas trompée, j'avais dit dans le micro, il ne savait plus quoi dire, et après toutes les boîtes de nuit m'ont demandé de venir, alors, mais partout, alors boîte de nuit gay, boîte de nuit pas gay, tout le monde voulait Chantal Goya avec Bekesan et les remixes, alors tout de suite Universal a fait plein de chansons de moi en remix, je ne raconte pas comme ça va vite, hein. Ce matin, la panachette, oh là, j'ai tout du calme. Non, je préfère mes anciens titres tranquilles, mais là, il fallait à 200 à l'heure. Hein. Je disais, oh bah écoutez, mettez le disque, moi j'y arrive plus. C'est trop rapide. Et les gens, ils adoraient. Et après, toute cette génération, tous ces jeunes, je leur ai dit, qu'est-ce que vous attendez de moi? Parce qu'on ne va pas faire les boîtes de nuit toute la vie. Moi, je ne bois pas, je dors tôt, alors je ne suis pas une bonne cliente. Hein. Ah, mais que vous fassiez vos grands spectacles. Parce que nous, un jour, quand même, on verra vous revoir, mais dans les grands spectacles. Je dis, alors là, ben, voilà. Et on a commencé par Happy Birthday Marie-Rose. J'ai eu l'idée de me dire, c'est mes 30 ans de scène, il y a 10 ans. J'ai pris des amis comme producteurs, on n'avait pas de boîte de prod. J'ai pris on a fait un mélange de tout. Entre-temps, je m'étais fait très mal à la jambe. Alors, je me vois dans les vidéos, on voit que je boite et que je suis 200 ans, mais c'est pas grave, je suis toujours là. Il m'attendait, il me tenait tout, j'avais très peur parce que je descendais, j'avais mis le soulier pour faire les Happy Birthday Marie-Rose. Je descendais tout doucement du soulier, je me disais comment je vais arriver. Ça s'est très bien passé, parce que moi je sais compenser, parce que les bras, parce que je bougeais les bras. Hein. Je bougeais pas les jambes, mais je bougeais bien les bras. Je faisais tout pour que ça ne se voit pas et qu'on soit plus attiré vers les bras que vers les jambes. Et puis après on a fait le Château Hanté, qui est un des plus beaux spectacles aussi, parce qu'il est plus adulte ce spectacle. Dans la vieille, en Oural, dans les vieux châteaux hantés, enfin c'était très beau. On a fait une grosse tournée aussi. Après j'ai fait La Planète Merveilleuse, il y a 5 ans, peut-être 4-5 ans. Après j'ai fait un théâtre, parce que Jean-Jacques m'a dit, j'aimerais bien que tu sois au théâtre, parce que ça changerait et ça ferait on se repose, on te verrait. J'ai dit, dis donc, alors là quand je suis arrivée dans le théâtre de Paris, il y avait Muriel Robin qui était le soir, donc j'avais un tout petit espace, j'ai dit comment je vais faire, mais enfin moi j'y suis arrivée, parce que je suis maligne, hein. Je sais. Alors on avait fait un vieux rat qui s'appelait Raccourci, enfin un petit rat, Raccourci qui arrivait de la rue où était né Johnny Hallyday à côté de la rue de Paris, là, qui sortait par les caves et qui venait vers moi. Enfin il a fait 15 chansons nouvelles carrément, c'était un énorme succès. Et puis ensuite on a fait une tournée et après on a fait surtout, on a refait complètement à ce moment-là je ne sais plus quel spectacle, bon, on est revenu vers le soulier, voilà. Et j'ai dit, il faut prendre le soulier, puis maintenant, on est en train de songer. Là, j'ai dit à Damien, mon producteur, tu as intérêt à t'y prendre d'avance, parce que c'est toujours fait de mystérieux voyage. Là c'est pas le soulier, hein. C'est des décors qui arrivent sur la musique, qui font 10 mètres de haut. Tout Polichinelle, c'est la place Saint-Marc. Il y a un dragon qui fait 10 mètres de haut. On va pas faire du moyen, hein. On faisait 184, nous. Hein. Et ça serait au Palais des Congrès comme au Palais des Congrès, Zénith. Ouais. Je ne sais pas comment je vais m'arrêter, enfin, je crois que je vais déraper sur une banane, puis ça sera fini. Mais qui vous parle d'arrêter? Non, mais j'arrête pas, non, j'arrête pas. Non, j'arrêterai pas. Depuis que je vous écoute, c'est-à-dire ça fait quand même quelques minutes, j'ai l'impression qu'il y a d'un mot qui revient dans ma tête, c'est fidélité. Puisque vous parlez de vos amis, et tout ça, il y a une fidélité dans les équipes. Oui, c'est important d'avoir une fidélité, parce que on ne peut pas tout faire tout seul. Par contre, on est très logique et quand ça ne va pas, on ressent. On peut changer d'équipe et trouver des équipes qui sont près de nous. Mais on a surtout des gens très bien, comme le chorégraphe, parce que moi j'étais habituée à Arthur Plachard, qui a fait tout. Celui des Maridi et Gilbert Carpentier. Qui a tout créé avec nous, qui était tellement proche de moi. Et j'ai toujours dit à Emmanuel Normand, il faut pas changer, hein, parce que si tu changes, c'est plus le même spectacle. Le panda, parce que moi je me souviens qu'Arthur me disait comment tu ferais l'Himalaya. J'ai dit ben l'Himalaya, voilà, c'est pas compliqué. Alors il s'est adapté à mes gestes. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'un jour on avait dîné avec le Mime Marceau, quand on habitait en dehors de Paris, dans les Yvelines. Et il m'avait fait un compliment, parce qu'il parle pas beaucoup, hein, le Mime Marceau. Hein. Ah oui. Mais enfin, quand il est hors de son spectacle, il parle beaucoup. Alors il parlait avec Jean-Jacques et
Il m'a dit, vous avez vraiment, Chantal, le sens des gestes précis et qui sont vraiment les gestes qu'il faut faire, quoi. Ça s'apprend pas, c'est naturel. J'étais très contente parce que c'est vrai que moi, je suis comme les Italiens, moi, il faut que ça bouge. Hein. Je ne suis pas dans mon coin à dire, voilà, c'est l'Himalaya. Non, non, l'Himalaya et tout, voilà. Et puis, voilà, toutes des choses magnifiques de la vie, être étonné, être content. Je crois que c'est ma joie de vivre hein, qui, finalement, m'emmène partout. Fidélité, joie de vivre. On va vous retourner le compliment, puisque le public vous est fidèle. Oui, toujours. Vous apportez aussi la joie de vivre, les gens qui sortent de la salle sont heureux. Ah ben oui, on a passé 2 heures de rêve. Voilà, donc les 2 heures de rêve, c'est pour bientôt, c'est même très bientôt. Oui, le 5 et 6 octobre, au Palais des Congrès, puis la grosse tournée derrière, 28 dates. Et on est en train de voir peut-être de doubler certaines dates qui ont tellement bien marché, parce que les gens, ils se parlent, oh là là, je l'ai raté, mais ah non, me dis pas que je ne reverrai plus de souliers, alors on va peut-être refaire Lille, on va refaire Marseille, Montpellier. Hier, Bordeaux, on va arriver au plus de 4000, hein, c'est de la folie. C'est l'Arena en plus, c'est une très belle salle à Bordeaux, c'est tout nouveau. Non, mais je pense que mon public, que j'ai la chance de connaître quand on démarrait, ils sont toujours là. Hein. Ils ont toujours été là. Le public, comme j'ai toujours dit, il ne se trompe pas. Il mesure les... Il ne se trompe pas, non. Quand ils vous choisissent, c'est vraiment important. Eh bien, on vous a choisi. Merci. On vous donne rendez-vous. Moi, j'y serai. Oui. Et avec plus, les 2 personnes dont je vous parlais. Ah oui. Et en plus, on va filmer le spectacle. Pour ceux qui veulent savoir, c'est une vidéo. Il y a une vidéo qui va sortir le 15 novembre. Et on le filme dimanche. Donc, voilà, vous savez tout. Voilà. Merci Chantal. Merci. Et j'espère à très bientôt pour voir vos autres spectacles. Ah ben, on va se donner rendez-vous, hein. Rendez-vous est pris. Le temps ne prend pas sur nous. Ça va? On peut continuer? Alors on continue, on dit comme ça. Merci. Merci.